Quand on va parler la notion de liberté, que j'ai catégorisée en trois phases. La liberté comme l'affirmation de la volonté. Cela veut dire la force de l'homme qu'il a pour le pouvoir d'agir. Parce que l'homme a cette énergie-là. Mais aussi, on peut parler, et dans ce temps, on parlera du libre arbitre. C'est pourquoi l'Oftadio, dans le cadre du Vatican, il plaça le vieux Amadou Fleury-Soir au compartiment du terrain. Pourquoi? Parce qu'il était en train de manifester pouvoir, sa volonté de faire et d'agir. C'est pourquoi Descartes disait tout simplement, ma liberté, c'est de l'indifférence à la préférence. C'est pourquoi autant de Jean-Paul Sartre disait tout simplement, lorsque l'enfant lui a rendu visite, en lui disant que tout simplement, je vais aller à la guerre, il lui dit tout simplement, vous êtes libre. Pourquoi il a dit, vous êtes libre? Parce qu'il savait au préalable que l'enfant était déterminé. Dans l'existentialisme et dans l'humanisme, le déterminisme caractérise la liberté. Et sur ça aussi, on pourrait parler la liberté comme obéissance non pas à la volonté, mais à la raison. Et quand on parle de la liberté comme obéissance à la raison, je fais allusion à Emmanuel Kant, je fais allusion à Descartes, je fais allusion aux philosophes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en obéissant à la conscience, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. C'est la raison pour laquelle aussi, on ne peut pas maintenant parler de liberté sans pour autant parler de la liberté comme une loi. Cela veut dire la liberté de Jean-Jacques Rousseau et de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nous dit, tant que les hommes ne se trouvent pas devant une autorité qui les maintient en respect, ils seront dans une situation qui se nomme guerre, et cette guerre sera la guerre de chacun contre chacun. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait l'instauration des normes. Il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des permis et des interdits. Et c'est dans ce sous-facteur qu'on aura indubitablement la liberté. C'est pourquoi c'est Jean-Jacques Rousseau, la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Sous mon contrôle du professeur, je fais un petit ramassis encore. Pour dire qu'en réalité, on ne peut pas parler de liberté sans pour autant parler de la loi du présenteur. Parce que tout ce que l'on fait aussi, il y a un certain nombre de points. On peut parler aussi de l'État. Parlant de l'État, on va parler sur fondement. Qui a fondé l'État? L'État s'est fondé d'abord théologiquement. Cela veut dire que c'est Dieu qui a fondé l'État à travers qui et qui? Adam et Ève. En disant Adam que c'est à la chair de ton front que tu vas servir, en disant à Ève que tu enfanteras dans la douleur. Et lorsqu'il a enfanté son prochain. D'où la naissance de la société. Mais selon Rousseau, selon les naturalistes, l'origine de l'État, c'est quoi? L'origine de l'État vient d'abord de l'injustice de l'homme. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme en réalité est naïf, l'homme est pervers, l'homme est méchant. Il ne suit que ses propres intérêts. Mais l'homme a peur de mourir. L'homme, sans qu'il n'est pas en sécurité, il va se réunir avec ses proches pour vivre longuement. Telle est l'instauration des normes. On pourra parler sur les normes de l'État. Quelle est la fonction principale de l'État? La fonction principale de l'État, c'est quoi? C'est tout simplement l'État assure la libre circulation des personnes et leurs biens. Voilà la forme principale de l'État. L'existence de l'État, pour qu'on parle l'État est un mal nécessaire, comme le disait notre professeur, c'est d'abord assurer la sécurité, la libre circulation des personnes. C'est très important, et leurs biens. Ça aurait été cela, je ne vais pas rentrer avec ma moto. Je vais rentrer à pied parce que quelqu'un qui sera plus fort va me battre et va amener la moto. Mais puisqu'il y a l'État à l'appareil répressif, à l'occurrence les organes de la police et de la gendarmerie, d'où la naissance de l'État. Donc voilà à peu près
ce que je disais. Maintenant, je vais un tout petit peu aborder la question du travail. Le travail comme une libération ou bien le travail comme une résignation. Parce que l'homme est naturellement extérieur, mais il invente ce qui est à l'extérieur pour qu'il soit à l'aise. Le travail perfectionne la vie de l'homme. C'est pourquoi Marx disait dans le matérialisme historique, Marx disait ceci. Il faut qu'on arrive à rêver. Il faut qu'on arrête à rêver, à spéculer. Ce qui est essentiel, c'est de matérialiser les domaines d'existence. Par quoi? Par le biais du travail. On va parler aussi du travail comme la résignation. Parler le travail comme la résignation, c'est parler le travail comme un moyen de survie, mais aussi comme un moyen de vénération divine. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas parler de l'homme sans pour autant parler de sa foi. L'homme a deux choses. L'homme a, autant pour moi, l'homme a deux choses. L'homme a la raison, mais aussi l'homme a la foi. Soit il agit par la foi, ou bien il agit par la raison. S'il agit par la foi, il est sous la résignation. Et il le fait par le biais du travail. Parlant de l'art, je dirais que l'art n'est pas une telle représentation de la chose, mais une telle représentation de la chose, disait Emmanuel Kant. Sur ce, on pourrait parler comme l'art de la transfiguration. On pourrait parler comme l'art du mimésis. Pourquoi une mimésis? Et pourtant, Platon nous dit, les artistes ne disent pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là de faire ce qu'on appelle la participation en survivant dans la caverne. Dans la caverne, l'esclave qui s'est déchaîné a envie de connaître et de comprendre les réalités des choses. C'est pourquoi il est sorti de la caverne. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la participation contemplative. Cela veut dire en discernant le bien et le mal, les valeurs et la morale et l'éthique. Et sur ce aussi, on pourrait parler de l'artiste. Il y a une différence nette entre l'artiste et l'artisan. L'artiste ne cherche pas de l'argent. L'artiste cherche de l'argent. Il produit des œuvres à l'infini et à l'identité. Il obéit des règles pour produire ses œuvres. C'est ça le travail de l'artisan. Mais le travail de l'artiste, comme l'a si bien dit notre professeur, c'est tout simplement un don naturel. Son œuvre est une singularité indubitable. Donc, je vais parler indubitablement sur les fonctions de l'art. Et la fonction la plus pédante, c'est la fonction thérapeutique. On utilise l'art, comme nous sommes des Africains, comme une fonction thérapeutique. En l'occurrence le nut, en l'occurrence le khol, pour régler certains phénomènes. Et sur ça, on peut parler aussi l'art comme engagement. On peut parler l'art comme de la politique. On peut parler l'art comme une structure politique. Voilà, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Voilà donc sans plus tarder, nous allons donner la parole aux élèves qui veulent poser des questions aux grands philosophes ici présents. Voilà donc s'il y en a des questions, bon, elles sont les bienvenues. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers publics présents ici. Bonsoir les invités, les professeurs de philosophie. J'aimerais vous poser une question en disant l'État est le garant des libertés en se basant sur appareils répressifs. Mais pourquoi il existe des agressions, viols, des vols et des autres formes de violence dans la société?
Bonsoir, chers monsieur et madame. Bonsoir, chers élèves. Je me nomme Cheikh Sadibou Cissé. Je voulais juste intervenir dans la question où même le professeur l'a interprété tout à l'heure. Ils nous ont enseigné que la philosophie ne s'enseigne pas. C'est ça qu'ils nous ont dit. Maintenant, comme pourquoi, si la philosophie ne s'enseigne pas, maintenant, qu'est-ce que le professeur fait quand il est en train de parler aux élèves quelque chose qui est devant lui? Maintenant, le professeur vient nous dire que aujourd'hui, nous avons cours de philosophie. Maintenant, dans la mesure où ils nous ont dit que l'enseignement, c'est quand quelque chose te donne du savoir. Nous savons que là, quand quelque chose te donne du savoir, on appelle ça de l'enseignement. Maintenant, alors, qu'est-ce que le philosophe ou qu'est-ce que le professeur philosophe fait quand il nous dit que la philosophie c'est ça et ça et ça? Ça, j'aimerais m'éclaircir un peu sur ça. Ça, j'aimerais un peu que le professeur m'éclaire sur ça. Et sur autre chose aussi. On nous a tant dit que tel homme est un savant. C'est ça qu'il nous a dit. Par exemple, Cheikh Anta Diop est un savant, nous le savons tous. Pourquoi dit-on que quelque chose, pourquoi dit-on que quelqu'un est un savant dans la mesure où vous nous avez dit que tout à l'heure l'homme est imparfait? Si l'homme est imparfait, on nous a défini que le savant, c'est quelque chose c'est quelqu'un, autant pour moi, qui a atteint la totalité des savoirs, l'absolu. Si maintenant l'homme est imparfait, comment l'homme peut être un savant? Si un savant, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a atteint les connaissances absolues. Merci, c'est ça que je voulais poser. Voilà. Il y en a d'autres questions? Allô. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais parler au nom de mes amis de Koumouloua qui sont présents là. Et au nom de mon surveillant, M. Diallo, Ibi Diallo. Monsieur Mboum, je vous salue. Également, j'ai une question à vous poser. La religion est-elle nécessairement en conflit avec la raison? Si ce n'est pas clair, la religion est-elle nécessairement en conflit avec la raison? Et qui d'autre? Bonjour. Bonjour, cher professeur, chers camarades. Je me nomme Babacar Kabir Nieslo, élève en... J'avais quelque chose à vous poser, monsieur le conférencier. Tout à l'heure, je pense qu'en retournant un peu sur le domaine 1, vous avez dit que la philosophie, la science seule sans la philosophie, c'est la fin du monde. Avec la science seulement, l'homme se pose toujours des questions. Je pense que vous avez fait allusion sur la question pour comprendre l'existence de Dieu et l'existence de la mort. J'aimerais poser la question pour savoir, est-ce que réellement la philosophie nous permet d'avoir des réponses exactes sur l'existence de Dieu et aussi la mort? Du
tout à l'heure, l'autre professeur, je pense que c'est Moussa Ndiaye, l'a dit tout à l'heure en disant que l'homme a peur de mourir. Et je me poser encore la question, pourquoi cela? Vous avez dit des choses, et moi j'ai eu du mal à comprendre quoi. Autre chose aussi, vous avez dit tout à l'heure, la science détruit l'espace, et la science sans la philosophie, c'est la fin. J'aimerais savoir en quoi la science détruit l'espace. Vous avez pris l'exemple de l'atmosphère ou bien même du climat. Alors que moi je pense que la science guide l'homme. Parce que si aujourd'hui vous avez remercié le caméraman en disant on doit remercier le caméraman car c'est lui qui nous a permis à faire ou bien à enregistrer en direct ce que vous avez. Et ça c'est grâce à l'évolution de la science. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas dire que la science est très importante dans la vie, ou bien même la science et la philosophie marchent ensemble, au lieu de dire que la science constitue son royaume, de même que la philosophie. Merci beaucoup. C'est bon, monsieur? Et bonsoir. Ma question est l'État. Est-ce que l'État parvient-il à triompher les intérêts particuliers et individuels? L'État parvient-il à triompher les intérêts particuliers et individuels? Merci. Voilà, c'est bon. Merci pour les réactions. C'est vraiment intéressant. Votre camarade a dit l'État est le garant des libertés. Donc si l'État est le garant des libertés, donc si l'État garantit la sécurité, si l'État garantit la paix, si nous vivons au sein de l'État pour s'échapper à la violence, à tout cela, mais alors pourquoi il y a toujours des vols, pourquoi il y a toujours la violence, pourquoi il y a toujours la société, pourquoi il y a toujours la corruption, etc. Je vous donne deux réponses. La première réponse, c'est en fait, c'est Hobbes. Hobbes même dit que, bon, en fait, Hobbes même dit que si l'homme est véritablement bon, pourquoi quand nous allons dormir, nous fermons nos portes? Pourquoi nous avons des coffres forts au niveau de nos banques? En fait, pourquoi malgré les lois, pourquoi malgré l'État, ok, on n'a jamais confiance à l'État, on n'a jamais confiance même en nous-mêmes, de sorte qu'on confie même notre argent à des banques, on a des coffres forts chez nous, quand nous dormons, on ne laisse pas nos portes ouvertes. Et on ne laisse pas aussi nos boutiques ouvertes. Ceci, effectivement, n'est pas dû à l'État, mais c'est dû effectivement à la nature complexe de l'homme. C'est dû à la nature méchante de l'homme, pour reprendre un peu Hobbes. C'est parce que l'homme est naturellement méchant, c'est parce que l'homme est naturellement insociable. C'est la raison pour laquelle, quelles que soient effectivement les règles et les normes établies, même si nous avions effectivement les règles et les normes les plus parfaites, l'homme transgresserait toujours des lois et les règles. Pourtant, je ne sais pas, ils étaient là-bas. Dieu leur avait donné tout, hein. Dieu leur avait donné un espace, le paradis et tout, vivez. Et l'autre là a suivi sa femme, et tu sais, les femmes, ce qu'elles font. Jusqu'à se manger la boule et Dieu leur a dit sortez. C'est à cause de la femme. Tu vois? Donc, le problème, ce n'est pas effectivement les lois, mais le problème, c'est effectivement l'homme lui-même. C'est l'homme, effectivement, qui est fait de sorte qu'il ne peut pas, effectivement, échapper, effectivement, à sa nature belliqueuse. Et même mieux que cela, il
il faut aller même loin en comprenant que une société où il n'y a pas de vol, une société où il n'y a pas de violence, presque n'existe pas. Ce sont des parts de la société. On pourrait indexer l'État en pensant qu'effectivement l'État est faible, mais quand même, quel que soit l'État qu'on a, l'État est toujours imparfait. Donc ici, si vous avez à traiter ce sujet-là sous forme de thèse, vous allez tout simplement montrer que malgré l'État est là pour garantir les libertés, mais quand même l'État ne peut empêcher, l'État ne peut effectivement avoir un contrôle absolu sur le comportement et sur effectivement les actions des hommes. C'est pourquoi je dis que la philosophie est une réflexion. Ce n'est pas une question de leçon. Je l'ai dit ce matin là-bas. Juste brûler vos cahiers de philo. Ça ne vous apportera rien du tout au bac. Vos cahiers de philo ne vous apportera rien du tout. Ça ne vous apporte rien. Le cahier de philo ne fera que vous empêcher. Le cahier de philo ne fera que vous empêcher de progresser et d'avancer. Parce que vous n'analysez pas les choses à partir de votre raison. Mais vous avez tendance, quand on vous donne un sujet de philosophie, vous essayez de les aborder sous forme du cours. Et vous le faites, vous passez à côté. C'est pourquoi au bac philo le matin, on corrige 200 copies. Parce que vous lisez la première ligne, l'élève a fait hors sujet. Tout de côté. On sait très bien que, nous savons très bien que le bac à partir du 2, là je parle le 4, on sait que les résultats en philo seront catastrophiques. On le sait, parce que vous ne réfléchissez pas. Je l'ai dit tout à l'heure en venant. On sait que les résultats en philo seront catastrophiques. Mais il n'y a pas de fatalisme si on arrive tout simplement à comprendre que la philosophie, c'est un sujet qu'on nous donne et on demande à réfléchir. Réfléchissez. Pourquoi l'État nous garantit les libertés alors qu'il y a violence, qu'il y a etc., qu'il y a viol? Mais réfléchissez, analysez par vous-même. Dites-vous, mais pourquoi malgré les lois, pourquoi malgré l'État, pourquoi malgré la police, pourquoi malgré les appareils répressifs, il y a toujours du viol, il y a toujours de l'agression, il y a toujours. Mais c'est parce que il relève de la nature de l'homme. L'homme est un être agressif. L'homme vit entre l'animalité et l'humanité. L'homme n'est pas entièrement un humain. L'homme n'est pas encore un humain. Il y a toujours de l'animalité et de la barbarie en nous. C'est cette barbarie-là, effectivement, qui se déclenche, qui s'affirme. Mais l'État ne peut rien, l'État ne peut que amoindrir les dégâts. L'État ne peut que, effectivement, réduire, effectivement, cet tas d'animosité, cet tas d'animalité qui se trouve en nous. Mais ce que je dis là, est-ce que vous avez besoin de lire le texte pour le savoir? Mais réfléchissez. Réfléchissez. C'est comme le sujet du débat en France. On a dit, l'État nous doit-il quelque chose? L'État nous doit-il quelque chose? C'est le sujet du débat France. L'État nous doit-il quelque chose? Si vous arrivez au Sénégal, l'État, Rousseau a dit, Hobbes a dit que l'État n'engage, Machiavel a affirmé, Platon lui m'a dit que ceci, et Descartes, etc. Et enfin. C'est ça. C'est pourquoi je dis souvent, vraiment, on doit supprimer la philo, parce que les élèves refusent de réfléchir. L'État ne doit-il quelque chose? Ça veut dire quoi? L'État ne doit-il quelque chose? Est-ce que l'État me doit quelque chose? Moi, qu'est-ce que l'État me doit en tant que citoyen? Qu'est-ce que l'État vous doit? Mais la liberté, qu'est-ce que l'État vous doit? La sécurité, qu'est-ce que l'État vous doit? Le travail, qu'est-ce que l'État vous doit? La formation, qu'est-ce que l'État vous doit? Une bonne éducation? Mais vous sacrifiez ça? Où est le problème? Où est le problème? Maintenant, si vous allez dans l'antithèse, on vous dit l'État nous doit quelque chose. Mais quand même, d'accord, l'État nous doit quelque chose. Mais est-ce qu'on doit tout attendre de l'État? Mais autant l'État me doit quelque chose, moi aussi je dois quelque chose à l'État. Je l'ai dit ce matin, vous n'avez pas besoin, dans un sujet de dissertation de philosophie, de faire forcément des citations. Moi, ce que je déteste le plus, c'est de lire une copie de philo avec des citations. Évitez les citations, s'il vous plaît. Évitez les citations. Une dissertation philosophique, certes, je suis dans un lycée spécial.
certes, je suis dans un lycée spécial, bien vrai que c'est des élèves qui sont un peu, voilà, de l'autre norme, mais quand même, ils arrivent à avoir 18, 19 au bac, mais pourtant, dans le copie, tu ne vois aucune citation. Aucune citation. Parce que je leur fais comprendre que soyez libres, analysez les choses, armez-vous de sujets verbes compléments. Armez-vous de sujets verbes compléments. La philosophie est une réflexion critique, point. Par réflexion critique, nous entendons le fait d'examiner toutes choses, point. Examiner quelque chose revient à prendre ses distances, point. Prendre ses distances, c'est questionner, point. C'est ça. Bon, je vais... La philosophie, on m'a, s'il vous plaît, on m'a enseigné que, votre camarade dit que, on lui a enseigné que la philosophie ne s'enseigne pas. Qui vous a enseigné ça? Qui vous a dit que la philosophie ne s'enseigne pas? Qui? Il ne faut pas dire on, moi ça ne m'engage pas. Qui t'a dit que la philosophie ne s'enseigne pas? Non, tu as dit qu'on vous a dit que la philosophie ne s'enseigne pas. En tout cas, moi, je ne t'ai pas dit ça. Quel professeur? D'accord. D'accord, ok. Écoutez, maintenant on va régler le problème, définitivement. Vous suivez là. Si on vous donne au bac un sujet, la philosophie ne s'enseigne pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez évidemment évoquer Kant, qui dit qu'on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Mais est-ce que ce que Kant a dit est toujours vrai? Hein? Mais ce que le prof vient faire en classe, mais il vous enseigne la philo, il vous apprend la philosophie, et la philosophie s'enseigne. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à vivre avec la contradiction, avec les thèses et antithèses qui existent en philosophie. Et pourtant, Hegel, je ne sais pas si vous avez fait ce texte, c'est lui qui a posé la question ou bien c'est toi? Oui, il est en train de parler. Je voudrais juste vous sauver. Il y a un texte d'un philosophe qui répond à Kant pour lui dire que arrêtez de dire qu'on n'enseigne pas la philosophie. Il dit que la philosophie s'enseigne. Et c'est Hegel qui le dit. Hegel dit que la philosophie, si vous donnez à quelqu'un, nga jox nit der, dama koy jël texte bi si wolof, nga jox ko der, nga jox ko puso, nga jox ko wëñ, ne ko yow xam nga n'est-ce pas sa mesure dal, mu ne la waaw 43 ngay sol, mu ne waaw, nga ne ko alors defaral sa dàll bopp. Il n'est pas cordonnier. Il ne peut pas le faire. Est-ce que parce que xam nga rek sa mesure pointue mën nga defar sa bopp, mën nga defar dàll? Est-ce que parce que am nga raison rek que tu es capable de philosopher? Non, non. La philosophie s'apprend et s'enseigne. C'est pourquoi il y a eu des écoles philosophiques. L'académie de Platon, c'est une école philosophique. On apprenait la philosophie. Le lycée d'Aristote, c'est une école philosophique. On apprenait la philosophie. C'est que le problème, malheureusement, c'est que vous faites de la philosophie, mais vous n'êtes pas cultivé. Parce que c'est vrai que la philosophie, on n'enseigne pas, d'une part. On n'enseigne pas à quelqu'un comment penser. Mais on peut apprendre à quelqu'un comment on pense, jusqu'à ce qu'il parvienne à penser par lui-même. Donc, la philosophie ne s'enseigne pas, c'est une conception philosophique défendue et théorisée par Kant. Alors que Hegel, lui, dit qu'on enseigne la philosophie. Hegel dit que la philosophie s'apprend comme on apprend les mathématiques. Je ne sais pas si vous avez entendu cette célèbre citation de Hegel qui dit qu'il faut faire de nouveau la philosophie une affaire sérieuse.